Merci énormément pour votre ponctualité. Vous êtes déjà près d'une centaine à nous avoir rejoints. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est la première fois que je me prête à l'exercice du webinar stricto sensu. Je vous avoue que je suis beaucoup plus coutumier des conférences où j'ai vos retours et je vois vos vidéos et je vous entends en même temps. Là, je parle tout seul dans ma chambre. Nous vivons une époque très bizarre. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si tout va bien côté son pour vous. Vous avez normalement un petit module chat qui vous permet de poser vos questions et de rentrer en interaction avec moi et avec Brice de Centrale Supélec qui sera là et qui va nous aider sur toute la partie technique pour suivre l'échange. Parfait. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas le son et d'autres qui l'ont. Donc, la personne qui n'a pas le son, vérifiez bien votre casque, vos enceintes, montez un peu le volume. Merci aux personnes qui répondent. Super. Je vois que tout est OK. Eh bien, écoutez, parfait. Vous êtes déjà près d'une centaine. On va commencer dans quelques instants. N'hésitez pas tout au long de la présentation, si vous le souhaitez, à m'adresser vos questions. Brice de Centrale Supélec fera le tri et les fera remonter. Et il y aura des moments dédiés dans la présentation où je répondrai voilà, au plus de questions que je peux en respectant le délai, ce qui n'est pas coutumier chez moi, mais je vous promets que je vais faire mon maximum. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, vous êtes déjà plus d'une centaine connectés. Je pense qu'on va commencer d'ici une petite minute. Pour vous dire la vérité, j'attends le signal de Brice. C'est Brice de Centrale Supélec qui va me dire on y va, ça y est, on est parti. Ou est-ce qu'on attend encore un peu les gens qui arrivent? Et en attendant qu'on commence, n'hésitez surtout pas à m'adresser vos questions dans le chat et je me ferai un plaisir voilà, de regarder ça. Pourquoi pas même de commencer à répondre si je le peux, s'il y a déjà des questions avant la présentation auxquelles je peux répondre directement. Alors, je vois que vous êtes nombreux et que c'est bien interactif, donc c'est très chouette. Et du coup, on va récompenser votre ponctualité et on va commencer sans tarder afin de vous libérer à l'heure. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rémi Rivas, je suis designer consultant. Je vais me présenter dans quelques instants, mais juste avant de commencer, voilà, sachez deux choses. La première, c'est que nous sommes enregistrés, mais on ne vous voit pas, on voit que moi, donc je vais essayer de voilà de pas dire trop de bêtises. Et donc cette vidéo sera accessible à l'issue du webinaire et vous sera envoyée par Centrale Supélec. Et par ailleurs, vous pouvez poser à n'importe quel moment toutes vos questions dans le chat et Brice va pouvoir les prendre en compte. Et moi, je vais aménager des temps dans la présentation pour y répondre de façon régulière. Par ailleurs, vous les retrouverez également dans le mail qui vous parviendra. Il y a mes coordonnées directes et je vous encourage à me contacter à l'issue de cette présentation si vous avez la moindre question sur la pédagogie, les exercices qu'on va mettre en œuvre dans cette formation. Centrale Supélec reste bien évidemment votre interlocuteur privilégié pour tout ce qui relève de l'administratif, de l'organisation de la formation. Mais si vous avez des demandes, on reviendra là-dessus un peu plus précisément, des attentes un peu plus précises, n'hésitez surtout pas à me contacter pour me les transmettre. Et moi, je me ferai un plaisir d'intégrer tout ça dans la formation en question. Alors, qui je suis? Je m'appelle Rémi Rivas, je suis designer consultant. Donc, j'œuvre en tant qu'indépendant et en collaboration avec une structure qui s'appelle Ignited Kingdom, qui est un cabinet de conseil. Et notre travail, grosso modo, pour la faire courte, c'est tout simplement d'aider les gens à concevoir des choses qui n'existent pas. C'est donc majoritairement du design. Ce sont des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des idées de nouveaux produits, nouveaux services. Ils veulent parvenir à changer les choses, à impacter leur organisation. Ils ont plein d'idées en tête. Certaines personnes veulent plus de chiffre d'affaires, d'autres plus de visiteurs, d'autres plus de fidélité, d'autres, etc. Et donc, nous comprenons les besoins de ces gens et ensuite nous les aidons à se poser les bonnes questions et à articuler leur démarche de conception de façon à maximiser les chances de succès de leur projet d'innovation. Ça, c'est ce que nous faisons la plupart de notre temps. Le reste du temps, nous intervenons dans plusieurs endroits. L'un de ces endroits, c'est Station F à Paris, dans lequel on a voilà, l'honneur d'être en partenariat avec l'incubateur HEC et avec un programme également qui s'appelle le Startup Launchpad. Et nous aidons différentes personnes, porteurs et porteuses de projets, près d'une centaine de projets par an, à se structurer, à suivre des démarches de conception centrée utilisateur et à concevoir des startups, des entreprises, voilà, des offres de produits et de services qui n'existent pas encore, mais qui ont velléité, voilà, qui ont vocation à rencontrer leur audience et à faire du changement. Donc, c'est ce que nous les aidons à faire. Et enfin, quand je ne suis ni en train de designer pour le compte de tiers, ni en train d'aider des innovateurs et des innovatrices à structurer leurs projets, eh bien, je donne des formations à l'image de celles que je vais vous présenter à la fin de ce talk. Et une de ces formations, notamment, voilà, couvre le sujet du design thinking que je vais vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui.
Juste avant, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on a toujours le son? Est-ce que vous êtes toujours bien connectés? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? J'attends un instant pour lire dans le chat, hein. N'hésitez pas. Ok, je vois que vous m'entendez toujours très bien. Donc, super. Donc, je vais pouvoir enchaîner. Alors, on va parler de design thinking dans quelques instants. Mais avant, pour pouvoir parler de design thinking, et on va répondre à une question qui a l'air toute bête, mais qui n'est pas du tout et qui n'est pas facile. Qu'est-ce que le design? Et c'est à vous que j'adresse cette question. Donc, à votre avis, spontanément, dans le chat, allez-y, dites-moi, je lis tout ce que vous mettez. Si je vous dis design, qu'est-ce que vous me répondez? Voilà, quels sont les mots qui vous viennent en tête? Quels sont les concepts? Alors, j'entends conception, esthétique, création, processus de création, création, imagination, mise en forme, concevoir dans un but précis, usage, ergonomie, dessin, orientation client, architecturé, ça c'est costaud ça, système, processus. Donc effectivement, bravo pour vos réponses. D'une façon générale, on s'en rend compte, le design, en fait, c'est un mot qui est connu, c'est un terme qui est galvaudé aussi. Il y a beaucoup d'associations qu'on fait et on se rend compte que on peut avoir l'illusion d'être tous et toutes d'accord dessus, on peut en avoir tous et toutes une définition et une représentation, mais qu'il est difficile spontanément de s'arrêter sur un terme précis, un sujet précis quand on parle de design. Alors voilà une définition que j'affectionne parce qu'elle est très simple. Le design, c'est la création d'un projet en vue de la réalisation et de la production d'un objet ou d'un système. Arrêtons-nous un instant là-dessus. Le design, c'est quoi? C'est un projet. Le design, c'est une démarche, c'est un projet de conception. Donc, c'est un projet qui a un début, un milieu et une fin, et dont la finalité est qu'à la fin, on soit capable de réaliser et de produire, c'est important, un objet ou un système. C'est une discipline relativement ancienne qui se situe à la croisée de l'art, de la technique et de la société. On reviendra sur ces notions dans un tout petit instant. Le but premier du design, c'est d'inventer ou d'améliorer ou de faciliter l'usage ou le processus d'un élément ayant à interagir avec un produit ou un service. Alors ça, c'est compliqué, mais ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que le design est issu, sous sa forme actuelle, de la société industrielle. C'est une discipline de conception qui, en fait, répond aux exigences du monde industriel dans lequel nous vivons. Et au-delà de la seule notion de création et de conception, voilà, ce que le design tend à produire, c'est non simplement de faire des choses qui sont belles, c'est vrai, mais aussi utiles, mais aussi fonctionnelles, donc des choses qui vont à la fois amener de la valeur, qui vont à la fois nourrir un impact, qui vont à la fois être constructibles et qu'on va pouvoir ensuite servir au plus grand nombre. Ce n'est pas des œuvres d'art, ce sont des produits ou des services, des choses qui auront vocation à être utilisées par des gens. Une illustration très courante du design, voilà ce qu'on retrouve souvent, c'est ce diagramme de Venn où le design, qui est la zone rouge sur cette représentation, est une discipline qui a la convergence de trois grandes notions. Les valeurs humaines, la désirabilité, l'usabilité. Nous faisons des choses pour des gens. Si les gens ne trouvent que ça n'a aucune valeur ou ne comprennent pas pourquoi ils s'en serviraient, eh ben, même avec la meilleure volonté du monde, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Nous faisons des choses qui sont viables économiquement. Nous avons des commanditaires, des organisations qui nous demandent de produire des choses pour des raisons bien identifiées. À la fin, une fois qu'on aura produit ça, nous aurons provoqué un changement. Quel sera ce changement? Et enfin, la faisabilité, bien évidemment, puisque comme je l'expliquais, nous devons produire des choses qui auront vocation à être construites dans la réalité. Et bien évidemment, on peut penser à mille et une choses, mais à la fin, il faudra bien que ça soit tangible, concret, que des vraies personnes de la vraie vie puissent s'en servir. Du coup, je vais maintenant vous présenter succinctement pourquoi est-ce que le design thinking est une discipline avec une singularité, avec une particularité, et en quoi est-ce qu'elle consiste rapidement. Ensuite, je reviendrai sur l'objectif de chacune des étapes de cette démarche et je vous donnerai un exemple B2B issu de mon expérience personnelle. Et enfin, à la fin, on devrait avoir normalement une bonne grosse vingtaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Bien évidemment, n'attendez pas que j'ai terminé la présentation, adressez toutes vos questions dans le chat et Brice se fera un plaisir de me les notifier et moi je les verrai apparaître et je les traiterai à la fin de la présentation. Alors, on va commencer par une question toute bête. Pourquoi vouloir penser comme un ou une designer? Après tout, c'est vrai qu'il y a plein de façons de concevoir qui sont héritées de la société industrielle et du mode de pensée ingénieur, analytique, et qui sont tout à fait louables en soi et qui fonctionnent très bien. Alors, à quel moment intervient le rôle de l'équipe du design et qu'est-ce que ça amène de singulier par rapport à d'autres techniques? Eh bien, rapidement, si on se demande
comment sont arrivées les choses qui nous entourent dans notre monde au quotidien, parce que ça, c'est la beauté du design, hein. Regardez autour de vous, tout a été designé, hein, la lampe de bureau en face de vous, votre ordinateur, la bibliothèque derrière moi, tout est issu d'une démarche de conception intentionnelle. Le design, donc, c'est la discipline qui s'occupe de changer des intentions en trucs tangibles. Voilà, donc c'est le premier tiers de l'écran. L'équipe de design, le rôle du design, c'est dans un premier tiers, au moment où quelque chose émerge, au moment où il faut construire quelque chose de nouveau. Ensuite, ça ne suffit pas. Une fois que les designers ont imaginé la forme, une fois qu'ils se sont dit on pourrait construire ça, ça pourrait être une solution viable, il faut encore le produire. Et là, il y a les ingénieurs, il y a la production qui rentre en ligne de compte, et eux, ils prennent voilà, les plans des ingénieurs, les visions, les fantasmes des ingénieurs, et ils essayent de changer ça en trucs réels. Et bien évidemment, eux, ils ont autrement plus de pouvoir et de budget que nous, parce que nous, on fait les versions zéro, les prototypes, les intentions. Eux, ils construisent ça dans la vraie vie avec des vrais matériaux et du vrai budget. Et bien évidemment, à la fin, quand vous avez fait une organisation qui commercialise des produits et des services, il ne s'agit pas de le construire une fois, il s'agit de le construire des milliers, des millions de fois. Il s'agit, si c'est un site internet, de le servir tous les jours à tous les visiteurs. Et vous avez un troisième rôle tout aussi essentiel, qui est celui de l'amélioration continue de la production, les gestionnaires, qui se débrouillent pour qu'on soit une organisation qui délivre ces choses avec un niveau constant de qualité, encore et encore, en restant dans l'excellence opérationnelle. Donc, en fait, nous avons trois rôles qui s'articulent dans la conception, enfin dans la naissance des choses, la conception, la production et l'optimisation. Et le design thinking apparaît dans la phase de conception. Enfin, c'est une des disciplines c'est une des méthodologies qu'on peut utiliser dans cette phase de conception. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup cette année, enfin ces dernières années, on va dire cette dernière décennie, alors qu'on le verra en cours, si vous prenez la formation, c'est une discipline qui en fait va trouver son origine il y a des dizaines d'années de ça, presque une cinquantaine d'années à peu près. Ben, tout simplement parce que autant quand vous êtes dans un environnement prédictible où il s'agit d'améliorer continuellement ce que vous faites déjà, eh ben, la maîtrise de la production et la maîtrise de l'optimisation, c'est déterminant dans un environnement prédictible, autant quand vous êtes face à un environnement qui bouge vite, à des habitudes qui changent vite, à des gens dont les besoins évoluent très rapidement et à des concurrents qui bougent également très vite autour de vous, la conception et la réactivité en termes de conception et d'innovation, elle devient déterminante quand vous êtes dans un environnement incertain. Et bien sûr, après l'année de laquelle on sort, je ne vous ferai pas l'outrage de vous indiquer que, surprise, nous sommes plutôt en ce moment dans un environnement très incertain. Qu'est-ce qui se passe dans un environnement incertain? Les choses bougent vite. La technologie s'accélère, il y a de la compétitivité économique, les attentes des consommateurs et des clients changent, il y a des perturbations environnementales, il y a des instabilités. Tout ça fait que il ne s'agit pas seulement d'être capable de construire très vite des choses et de les produire avec une qualité continue, il s'agit aussi très souvent de se poser la question, est-ce que c'est la bonne chose qu'on construit? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de construire autre chose? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de réaligner les attentes du monde extérieur, voilà, réaligner notre entreprise, ce qu'on fait, avec des attentes qui ont pu changer très vite? Et bien évidemment, concevoir de la nouveauté, c'est extrêmement périlleux, c'est très coûteux, c'est très risqué. Ce que propose le design thinking, c'est en fait une démarche qui va nous permettre de diminuer ce risque tout au long du projet de conception. Et on va voir comment dans quelques instants. Donc pour finir, ça c'est la notion de wicked problems. C'est une notion qui a été introduite, je crois, par Roger Martin. Il faudra que je vérifie cette référence. Non, je crois que c'est encore plus vieux. Je crois que c'est Bill Modridge en 1980 qui nous a dit, voilà, dans un monde industriel prédictible, ben, avec une pensée analytique, on peut améliorer ce qui existe déjà et on peut analyser les choses de façon voilà, très mathématique, avec un ensemble de facteurs, pour faire face de façon algorithmique à des problèmes très bien déterminés. Alors qu'en fait, dans un monde plus complexe où il faut trouver la forme exacte des problèmes, les différentes parties prenantes, les différents intervenants, les différents facteurs de succès, on a plus affaire à des wicked problems, donc en fait des problèmes qui doivent se résoudre de façon heuristique, en investiguant et en creusant au-delà d'une réflexion logique simple. C'est ça que le design thinking ambitionne de faire. Je vais vous présenter maintenant chacune des étapes de cette démarche. Je vois qu'on a déjà une première question sur le design thinking et l'UX design. Je reviendrai sur cette notion juste en fin de conférence, mais je vois bien la question. Alors, en quoi consiste le design thinking? Quelle est la spécificité de cette démarche? Qu'est-ce qu'elle apporte? Ben, le design thinking, c'est une des démarches possibles au stade de la conception pour articuler un projet de conception, c'est-à-dire permettre à des gens de mener un projet en diminuant au maximum les risques qui sont inhérents aussitôt qu'il s'agit d'innover.
Parce que bien évidemment, dès que vous voulez concevoir un nouveau truc pour des gens et résoudre leurs problèmes d'une nouvelle façon, vous vous exposez à énormément de risques et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le design thinking est en fait une caisse à outils, c'est une démarche structurée qui vous propose de passer par un ensemble de phases, par un ensemble d'étapes tout au long d'un projet de conception. Donc en fait, ça vous dit, voilà, quand vous essayez de concevoir quelque chose, pour maximiser vos chances de réussir, essayez de respecter ce séquencement, essayez de respecter ces étapes et de répondre une à l'ensemble des questions qui structurent cette démarche et de jamais passer à l'étape suivante tant que vous n'êtes pas à peu près certain d'avoir répondu à l'étape précédente. Bien évidemment, ce n'est pas juste un truc en waterfall, diagramme de Gantt, hein, c'est un ensemble d'outils, de démarches, et on peut bien sûr aller d'une étape à l'autre et revenir en arrière, c'est assez fréquent. Mais voilà, l'idée, c'est surtout de se dire, il faut voir ça comme un escalier, comme une progression. Avant de vouloir concevoir quelque chose de nouveau pour les gens, assurons-nous d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions dans cet ordre. Cela devrait significativement minimiser les risques d'échec. Voilà, et je vais vous démontrer comment et vous montrer ça avec un exemple dans quelques instants. Alors, le design thinking, il y a plein de façons de le représenter. Le Design Council britannique a proposé un modèle au début des années 2000, voilà, qui est celui dit du double diamant, qui est une des représentations les plus populaires, on va dire, et qui propose de diviser cette démarche en 4 grandes étapes fondamentales. Bien sûr, ça fait pas, c'est pas l'évangile, hein. Il y a des gens qui le décomposent en 7 étapes, d'autres en 3. Moi, j'aime bien ce modèle, il est relativement simple à appréhender. En formation, on verra également les autres modèles qui existent. Ça commence par de la découverte. Ça commence par de la pensée divergente et de la découverte. Qu'est-ce qu'on entend par la phase de découverte? Bien, tout simplement, avant de vouloir faire une différence dans la réalité, avant de vouloir commercialiser une nouvelle solution, il importe de comprendre déjà ce qui s'y passe dans cette réalité. Souvent, c'est très peu fait. À ma grande surprise, dans la plupart des projets sur lesquels on me demande d'intervenir une fois qu'ils sont lancés, ben voilà, je rétro-ingénieur et je me rends compte souvent que ce n'est pas du tout fait. Donc, comprendre qui sont vos utilisateurs, vos utilisatrices. Qui sont ces personnes? Quelles sont leurs attentes? Dans quelles conditions et avec quelles contraintes ils utilisent les solutions existantes ou ils utiliseront votre solution demain? Comprendre également les contextes, les moments d'interaction, les moments d'usage. Et aller au contact des gens et comprendre ça de mille et une façons, ça va vous permettre de déterminer, et souvent ils sont insoupçonnés, les vrais facteurs clés de succès d'un produit ou d'un service que vous ambitionnez de développer. Ensuite, il y a une phase dite de définition. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, tout simplement à faire le tri. C'est-à-dire que quand on est allé sur le terrain et quand on a observé énormément de choses et énormément de besoins et énormément de frustrations et d'attentes utilisateurs, on peut être complètement débordé par ce qu'on a trouvé. On ne sait pas où donner de la tête et par où commencer. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut prendre un temps secondaire, dans un second temps, pour revenir sur l'ensemble de ces éléments, les trier, les analyser et avec des templates, avec des méthodes, avec des moyens d'analyse très rationnels pour le coup, scorer et identifier ce qui constitue les axes clés d'opportunité, les problèmes principaux qu'on aura ambition de résoudre lors de notre démarche de conception. Ensuite, ça nous permet d'ouvrir une nouvelle phase qui est probablement la plus connue et la plus marketée dans le design thinking, qui est la phase de développement créatif. Et là, effectivement, une fois qu'on a bien compris le problème auquel on fait face et les attentes des gens, eh ben, on peut utiliser, et ils ont le vent en poupe et c'est très bien, mais il faut qu'ils soient utilisés dans une démarche cohérente, des exercices de créativité appliqués à la résolution de problèmes, des exercices d'intelligence collaborative, des ateliers ou d'autres démarches d'investigation qui ne sont pas nécessairement des ateliers et qu'on verra en formation, et qui permettent d'explorer de façon créative une disparité de réponses potentielles aux problèmes. Donc l'idée, c'est surtout pas foncer vers la solution qui nous paraît la plus probante, c'est au contraire prendre le temps de penser latéralement autour de soi, en périphérie, et avant d'aller trop loin, d'investiguer en fait plein de façons potentielles de résoudre le problème qu'on a par ailleurs très bien identifié. Et ensuite, on va faire le tri là-dedans et sélectionner les solutions qui nous paraissent les plus probantes, les plus pertinentes, dans un second temps. Et enfin, et ça, moi, à titre personnel, c'est la partie que j'affectionne le plus, ben voilà, il s'agit d'aller vérifier si on a raison de penser ce qu'on pense. Il s'agit d'aller vérifier si ça vaut le coup de construire le truc pour de vrai, avant de le construire pour de vrai, parce que ce n'est pas le même budget. Et là, on se rend compte souvent qu'en fait, on n'a pas nécessairement besoin d'idées géniales, on a surtout besoin de moyens d'expérimenter qui sont rapides, qui sont courts, qui sont efficaces et qui nous permettent très rapidement de déterminer si oui ou non on est sur une bonne piste, s'il faut conserver l'idée et aller plus loin dans la formalisation
ou au contraire se dire peut-être que ce n'est pas une si bonne idée, revenons un instant à l'étape antérieure. Et là, l'idée, et je montrerai un exemple un peu plus loin, un exemple réel, c'est de faire semblant. C'est-à-dire que, et c'est contre-intuitif pour beaucoup de gens, vous n'avez absolument pas besoin d'un truc qui fonctionne pour de vrai pour le tester. Vous avez besoin d'un truc qui fait illusion. Si vous voulez tester la réaction du public, c'est un vrai cas. Quant au déplacement dans la rue d'une voiture autonome, une voiture sans chauffeur, vous pouvez soit construire une voiture, soit vous déguisez votre collaborateur en siège de voiture et lui, il conduit. Vu de l'extérieur, les gens ont l'impression qu'il n'y a personne à bord et leur réaction est complètement authentique. Vous aurez appris la même chose. Sauf que dans un cas, il vous aura fallu construire un vrai véhicule autonome complètement opérationnel. Dans l'autre, il vous aura fallu mettre en scène et faire semblant. Ça, c'est la partie prototypage. C'est ce qu'on apprend le plus. Voilà le petit tips que je vous donne, parce que je le donne à chaque fois. Voilà, c'est qu'en fait, faire semblant, c'est pas nécessairement non plus aller trop loin dans les spécifications et dans les maquettes. On verra ça en formation. Mais c'est aussi tout simplement parfois juste se mettre en situation avec un truc aussi bête que du papier quand vous voulez tester une interface. Je ne vous raconterai pas le nombre de fois où on s'est félicité d'avoir testé notre produit sur du papier avant d'aller plus loin et en quoi un simple test papier nous a permis de nous rendre compte qu'on avait oublié plein de choses et nous a permis d'améliorer et directement passer à la V2 avant d'avoir passé la moindre minute à coder ou sur un logiciel graphique. Faire semblant, se mettre en situation, plus important encore, mettre vos clients et mettre vos utilisateurs en situation. Avant de vous présenter l'exemple que j'ai mis en forme pour vous, je vais voir les questions auxquelles je peux répondre immédiatement. La phase découverte peut-elle être réalisée au travers de questionnaires, interviews, à défaut de pouvoir monopoliser des clients dans le cadre d'ateliers? Franck, c'est une excellente question. Alors, je ne le recommanderais pas. Néanmoins, très souvent, et on est aussi là pour être pragmatique, il y a plein d'organisations où on n'a pas le droit d'accéder aux utilisateurs ou aux clients. Parce que voilà, sinon le ciel va nous tomber sur la tête. Moi, j'ai jamais bien compris. Mais effectivement, il y a des gens qui ne se veulent pas. Donc, des fois, on twist et on triche un peu. Et là, vous allez voir, on a triché, typiquement dans l'exemple que je vais vous montrer après. Je vais vous raconter un peu comment on a triché et fait pour avoir du feedback de qualité en dépit de la difficulté qu'on a eu à pouvoir rencontrer des utilisateurs. Donc ça, je vais y répondre dans un tout petit instant. Et si la réponse n'est pas claire, n'hésitez pas, Franck, à reposer une question après. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Quelle différence entre le design thinking et le design sprint? Alors, c'est une très bonne question. Le design sprint, c'est du design thinking en rapide. Voilà, quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire que Jake Knapp, qui est un garçon charmant, au demeurant, j'ai eu la chance de… Alors, je ne l'ai jamais rencontré en vrai, mais je lui ai beaucoup parlé en ligne, parce que je suis intervenu dans la Google Design Sprint conférence de Paris. La vidéo est en ligne sur Internet, je pourrais vous l'envoyer pour celles et ceux que ça intéresse. En fait, le sprint, ce qui est intéressant, c'est tout simplement, vous prenez les principes de l'agilité, à savoir la pluridisciplinarité, la colocalisation, l'autonomie. Vous mettez une équipe comme ça de talents, de gens qui sont complémentaires et qui ont des savoirs et des expertises complémentaires. Vous les mettez ensemble dans un atelier et vous dites, ça va durer 5 jours. Basiquement, chacun de ces jours, on pourrait reprendre tel que. Le premier va être la découverte de ce qui nous amène là. Le deuxième, la définition du problème. Le troisième, imaginer des solutions. Le quatrième jour, les mettre en forme. Le cinquième, les tester et apprendre. Ça suit stricto sensu la démarche centrée utilisateur dite de design thinking. La seule spécificité du design sprint, c'est que ça se fait sous forme d'atelier, donc du temps compressé, en accéléré. Et ça permet du coup en une semaine, alors avec un niveau de qualité qui est peut-être un peu moindre, voilà, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, que quand on a le temps de faire des recherches utilisateurs et quand on a le temps de réfléchir et de mettre des moments voilà, où justement on assimile un peu tout ce qu'on a entre les différentes étapes, mais néanmoins, en fait, le principe est exactement le même et ça suit exactement le même mode de raisonnement. Les plus grands entrepreneurs ayant réussi sont-ils tous passés par le design thinking? Si je le savais, c'est pour quelqu'un comme moi qui accompagne des entrepreneurs toute l'année, enfin des gens qui montent des structures entrepreneuriales, la seule réponse honnête que je peux faire à cette question, il n'y a pas de réalité absolue dans l'entrepreneuriat. On vous dira toujours qu'il faut être 3 pour commencer. J'ai vu des gens commencer à 2, j'ai vu des gens commencer à 5, j'ai vu des gens commencer tout seuls. On vous dira toujours voilà, qu'il y a des gens qui sont des inventeurs de génie. Alors ça, par contre, c'est des bêtises. Et qu'ils étaient sous la douche et ils ont dit Eureka et ils ont vu le produit. Ça n'arrive jamais comme ça. La seule chose que je peux vous dire sur les entrepreneurs, du moins, et les entrepreneuses, les gens que j'ai eu l'opportunité, les personnes que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, par contre, ces personnes-là m'ont toujours raconté une histoire. Et cette histoire, indépendamment s'il s'agisse de design thinking, c'est toujours la même. La voici. Je croyais que je devais construire un truc, je l'ai plus ou moins construit,
Je suis allé voir les gens n'en voulaient pas. Je les ai vraiment écoutés en leur disant, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Ils m'ont donné une autre idée. Je suis rentré au labo et j'ai construit un deuxième produit et maintenant, c'est ce que je vends. Ça, c'est l'histoire de la quasi-totalité des entrepreneurs et des entrepreneuses que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer. Et donc, je ne sais pas si tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneuses qui réussissent ont utilisé le design thinking, mais je pense que celles qui ont mis le client au centre de la conception et qui ont utilisé non pas seulement le design thinking, mais une kyrielle d'autres méthodologies qui prônent ces principes et qui sont dans les bouquins derrière moi et que je distille dans la formation en complément du design thinking, je pense que ces personnes-là, effectivement, elles vont vers beaucoup plus de succès, beaucoup plus rapidement que celles qui ne comptent que sur leur instinct ou qui sont encore dans le paradigme je pense très fort, je le construis et ça va marcher. Parce que ça, par contre, l'expérience nous prouve tous les jours que ça ne marche pas très bien. Je reviendrai sur ce point à l'issue de l'exemple. Je vais maintenant vous présenter un exemple issu d'un cas réel. Et ce que j'aime bien avec cet exemple, c'est qu'il nous montre une nouvelle fois un principe clé dans la conception, qui est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la valeur d'un produit n'est pas la somme de ses fonctionnalités. Et ça, c'est particulièrement vrai quand vous adressez des ingénieurs, parce que forcément, en fait, on aurait une tendance naturelle à croire que plus un produit fait des choses, meilleur il est. Et plus il a de fonctionnalités, plus il est performant. Et si c'était vrai, cet écran aurait un sens. Si c'était vrai, cette façon de faire des produits aurait un sens et on ne serait pas complètement confus dedans. Et bien évidemment, ça, c'est une interface cauchemardesque et je pense que personne ici n'aimerait se servir d'un produit qui ressemble à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, un bon produit, ce n'est pas un produit qui fait tout. C'est un produit qui est adapté aux usages et particulièrement au contexte dans lequel les gens s'en servent. Voilà, nous, comment on s'est servi du design thinking pour repenser un produit pour un grand acteur du monde du leasing automobile. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez cet acteur qui vient nous voir en disant, voilà, nous, on a un outil à destination des concessionnaires. Donc, ce sont des gens qui reçoivent des clients qui veulent acheter des voitures. Et en complément de leur proposer différentes options de voitures et d'étudier avec eux les différents moyens de financer cette voiture, ils peuvent aussi faire des simulations de leasing automobile grâce à un outil. Mais nous, on n'est pas satisfait des performances, on n'est pas satisfait de l'usage de cet outil. On trouve que trop peu de concessionnaires s'en servent, on ne comprend pas bien pourquoi. On pense qu'il faut le réimaginer. Aidez-nous à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens soient plus heureux et s'en servent mieux. Alors, on commence par cette phase de découverte. Et là, pour répondre à la question de Franck de tout à l'heure, on n'a pas accès aux concessionnaires pour une raison toute simple. C'est un produit qui est utilisé dans l'Europe entière. Et bien évidemment, nous, on ne va pas demander aux clients un budget pour faire le tour de l'Europe de concession en concession. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va commencer avec ce qu'on a. Parce que très souvent, les gens ne s'en servent pas, mais vous avez les tickets d'incident. Bon, là, j'ai flouté pour des raisons évidentes de confidentialité, mais vous avez le support technique. Ces gens-là reçoivent tous les jours des appels ou des mails de personnes qui n'arrivent pas à se servir du logiciel. Pourquoi? Donc déjà, juste ça, c'est une énorme base qui vous permet déjà d'arriver à prognostiquer en disant, bon, il semblerait manifestement que ça ne soit pas facile là-dessus, là-dessus et là-dessus. De la même façon, vous avez des analytics, vous avez des données qui monitorent déjà l'usage de la solution au quotidien et qui vous permettent de savoir quand et comment les gens s'en servent, jusqu'où ils vont, où est-ce qu'ils bloquent. Tout ça nous permet déjà d'avoir des a priori, des hypothèses autour de laquelle on va construire notre recherche utilisateur. Et cette recherche utilisateur, en quoi a-t-elle consisté? Eh bien, nous, on ne pouvait pas aller à la rencontre de nos clients et nos utilisateurs dans ce cas-là pour des raisons de timing et de budget. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pré-mâché un protocole d'investigation que nous avons envoyé à des concessionnaires et à des employés partenaires. Et ces gens-là, nous les avons formés à distance et après, nous les avons envoyés avec leurs exercices d'observation en concession. Et pour eux, c'était beaucoup plus facile que pour nous parce que comme ils connaissaient les concessionnaires, ils avaient déjà leur sympathie, ils avaient déjà le droit d'être dans leur bureau, de regarder ce qu'ils faisaient et ils ont pu comme ça se pencher sur ce qu'ils faisaient au quotidien, procéder à ce qu'on leur avait demandé d'observer, les interroger sur certains aspects, etc., prendre des photos et tout ça a nourri une énorme base de connaissances à partir de laquelle nous, on a pu avoir énormément d'apprentissage sur la réalité du terrain aujourd'hui. Ensuite, il y a eu cette fameuse phase de définition et là, on a fait un atelier, mais un atelier beaucoup plus facile à mener qu'un atelier de conception dans son intégralité et qui était aussi beaucoup plus facile à organiser parce que nous n'avons pas eu d'utilisateurs ou de clients qui ont participé à cet atelier, exclusivement des personnes qui étaient représentantes des différents partenaires, des différentes parties prenantes chez le client. Et donc, avec ces personnes-là, nous avons dépouillé tout ce qu'elles nous avaient envoyé au préalable. Nous avons classé, nous avons trié, nous avons essayé d'évaluer quelles étaient les pistes et les opportunités les plus probantes, celles qui offraient le plus de valeur potentielle, les problèmes les plus intéressants à résoudre, ceux qui étaient le plus communément partagés et qui étaient le plus critiques
dans l'explication de pourquoi les gens s'en servent, pourquoi les gens ne se servent pas du système. Et avec ces mêmes personnes, là, nous avons fait du développement créatif et voilà, nous avons utilisé plein de techniques d'idéation et nous les avons fait imaginer comme ça un ensemble de fonctionnalités, d'améliorations, de façon d'améliorer le logiciel pour qu'il réponde mieux à ses attentes. Un autre avantage, c'est que dans cette réunion, nous avons convié la personne en charge de la production technique de la solution, de la nouvelle version, qui a pu du coup, de façon très simple, à l'issue de l'exercice, passer sur chacune des idées et dire ça, par rapport aux contraintes technologiques et à l'ensemble des choix qu'on a fait en termes d'architecture ou voilà, de framework, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. Et donc, avant même d'aller plus loin dans la conception, on a été capable aussi de sélectionner les idées par rapport à en fait, leur potentiel de réalisation au regard de l'ensemble des contraintes techniques qui avaient déjà été déterminées. Et enfin, il a fallu mettre ça en forme et livrer. Et là, vous vous adonnez à un exercice en fait beaucoup plus conventionnel de design, où à partir des différentes idées que vous avez eues, vous allez faire un prototype. Alors ça, c'est pas le mien, mais je l'aime beaucoup. C'est l'iPad en carton. Donc voilà, vous allez voir un enchaînement d'écran sur cet iPad qui est très sympa et qui vous montre qu'on n'a pas vraiment besoin de quelque chose pour simuler le fonctionnement d'une application tablette. Du carton, du papier, un tout petit peu d'imagination. Nous, on a allé à peine plus loin que ça. Donc déjà, de l'ensemble des idées, on a pu déduire des règles de conception et des règles d'organisation du système, de l'architecture d'information, des patterns d'interaction. Ça, c'est notre métier. Et suite à ça, on a pu tout simplement faire une maquette cliquable de très, très, très basse fidélité. Là, on parle plutôt d'un wireframe et qui nous a permis ensuite, toujours en distance, d'aller tout simplement au contact des concessionnaires avec cette maquette cliquable et de leur demander voilà, de l'utiliser en s'exprimant à voix haute, de recueillir sur le vif leurs idées, leurs opinions. Et est-ce qu'ils comprenaient les dénominations? Est-ce qu'ils comprenaient le rôle des outils? Est-ce qu'ils comprenaient les fonctionnalités? Et tout ça, en fait, cette démonstration fictive nous a permis de changer, de faire des versions ultérieures, d'améliorer, jusqu'à un moment où on a suffisamment eu confiance pour pouvoir tout simplement faire ça, mais en joli. Donc, commencer à faire les livrables qui allaient réellement être implémentés dans le système, qui allaient être intégrés en termes de technologie, faire les maquettes, faire les composants, envoyer tout ça à l'équipe de développement, laquelle équipe de développement a finalement conçu un produit qui ressemble énormément à la maquette de base, mais qui a connu énormément d'allers-retours, parce que c'est normal. La conception, c'est ça, c'est constamment mettre en forme, tester, apprendre, modifier. C'est au cœur en fait du design thinking et c'est ce que la structuration d'un projet en mode de design thinking permet d'amener comme philosophie et comme outil de travail. Du coup, le bilan pour le client, qu'est-ce que c'est? Un COMEX qui a été bluffé, littéralement bluffé. On a des mails des personnes qui ont vraiment été particulièrement appréciatifs du travail fourni et qui ont dit c'est dingue d'être arrivé à modifier autant le produit et de l'avoir autant adapté aux attentes des clients en si peu de temps, parce que in fine, c'est un projet qui n'a pas excédé les 3 mois, 4 mois, on va dire 4 mois pour être très large. Par ailleurs, c'est des représentants pays qui étaient alignés et qui estimaient leurs besoins pris en compte. Et ça, on l'a vraiment vu dans la sortie du vrai produit. C'est qu'ils l'ont accueilli en disant, on se rappelle, vous êtes venus nous écouter, vous êtes venus voir pourquoi on n'était pas content. On voit en quoi le nouveau produit il est adapté à nos attentes. Merci de nous avoir écoutés. Et ça, quand vous faites du change, vous vous rendez compte de l'énorme bénéfice que c'est d'avoir des gens qui attendent votre solution. Une intégration qui a pris seulement 3 mois au lieu des 6, tout simplement parce qu'on a pu livrer et il y a eu beaucoup moins d'allers-retours en termes de conception formelle. Des concessionnaires qui l'ont acheté avant qu'il ne soit codé. Donc ça, c'était génial. C'est quand les gens testaient le wireframe, ils étaient tellement heureux et tellement bluffés qu'ils disaient super, ça sort demain, je le veux demain. On disait ah non, maintenant il faut le coder, ça va prendre encore quelques mois. Ils disaient non, il faut que ça sorte tout de suite. Et donc voilà, le fait d'avoir été projeté dans l'usage ultérieur de la solution, ça les avait rendus tellement enthousiastes qu'ils voulaient y avoir accès. Et ça, pareil, quand vous faites du product management et de la formation et du changement en entreprise, vous réalisez à quel point c'est précieux d'avoir cette première base de personnes très enthousiastes et qui sont en attente du produit que vous allez construire. Alors, je vais maintenant prendre quelques autres des questions qui sont apparues. Bonjour, la pertinence du design thinking est très claire pour la conception de produits. En quoi ça s'adapte aussi à des services, voire des process? Est-ce que ça s'adapte aussi en usage RH? Alors, oui, ça s'adapte en usage RH. Je l'ai fait plusieurs fois. Je n'ai pas le droit d'en parler. Mais là, quand ça ne sera pas enregistré et en formation, j'aurai le droit d'en parler. Et voilà, mais là, je ne peux rien vous montrer, mais il faut me croire sur parole. Ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est un service? Un service, c'est des produits qui sont distribués dans le temps et l'espace. Ça, elle n'est pas de moi, cette définition. Elle est de Milan Gunter et je l'aime beaucoup. En fait, qu'est-ce que c'est un service? Un service, ce n'est rien d'autre qu'une série d'interactions prévues à l'avance. Donc, c'est un parcours, un scénario. Le design thinking utilise énormément ça, d'ailleurs, même pas seulement pour faire du produit.
Et donc, un service, c'est quand vous avez anticipé le fait que ça allait se passer comme ça et vous êtes capable de scénariser un ensemble de moments clés où une personne va être en confrontation avec un système, interagir avec ce système et être satisfaite à divers endroits. On retrouve la notion d'expérience client au centre de ça. Et donc, bien sûr que ça marche pour du service parce qu'en fait, d'un point de vue design, un service, ce n'est in fine que différents produits, différentes interfaces, différents moments clés que vous avez chacun designé pour qu'il soit un tout cohérent. Et vous êtes capable, vous, de scénariser ça et d'organiser ça pour que les personnes trouvent que, effectivement, c'est fluide, c'est fiable, on comprend ce qu'on fait, on n'est pas perdu, on va d'un bout à l'autre de l'histoire et on a réussi. Et voilà, donc en fait, ça marche très bien pour faire du service. Est-ce que tu as des données, alors je regarde, qui comparent les différentes théories de conception, design thinking versus théorie CK, TRIZ, etc. Alors, je n'ai pas de données stricto sensu. Moi, je me suis amusé parce que j'ai un très bon ami voilà, qui est peut-être là aujourd'hui, donc Jonathan, si tu es là, qui lui est pro CK, donc lui c'est un ingénieur, il adore le CK, il est très très fort. Et souvent, une fois, voilà, parce que c'est ce que font les designers, les innovateurs le soir à l'apéro, on s'amuse à faire des comparaisons en disant tiens, cette méthode elle permet de faire ça, mais pas ça. Et donc, à titre personnel, oui, je commence à avoir une vue assez exhaustive, bien que non expert du CK ou du Lean Six Sigma, je tiens à le dire. Mais pour avoir lu sur le sujet et surtout connaître des gens qui sont autrement plus experts que moi, on commence à voir les différences. Et donc, effectivement, oui, peut-être qu'il faudra que je fasse un article un jour pour une sorte de gros tableau pour expliquer les avantages et les risques de chacune des méthodologies. Le design thinking est-elle la principale prestation qu'Ignited Kingdom propose? Non, non, pas du tout. Enfin, nous, on ne propose pas de design thinking. Nous, on accompagne des démarches de conception. Donc, on aide les gens à structurer leurs efforts d'innovation. On aide des personnes qui veulent monter des accélérateurs, des incubateurs, des labs. On aide des responsables de business unit à qui on demande de concevoir des nouveaux produits, des nouveaux services. On aide aussi des COMEX ou des CODIR à aligner et à définir la strate d'innovation, à mettre ça en alignement avec des indicateurs stratégiques, avec, etc. Enfin, voilà, des indicateurs de croissance de l'entreprise. Donc, c'est un accompagnement beaucoup plus large qui va en fait depuis l'identification d'opportunités, l'alignement de la stratégie d'innovation et après tout l'accompagnement spécifique dans soit une méta-démarche de conception, donc comment vous allez faire votre accélérateur en interne ou votre programme d'entrepreneuriat, ou bien sur une démarche spécifique de conception. Comment est-ce qu'on va concevoir ce produit ou ce service? Voilà, ça c'est tout ce qu'on propose aujourd'hui. Alors, je regarde. Alors ça, on a répondu. Ça, on a répondu. Design Sprint, on a répondu. Quels sont les principaux apports pour l'entreprise, financiers ou non, et comment peut-on les valoriser au travers d'indicateurs? C'est une très bonne question. Alors, il faut comprendre quelque chose d'essentiel, c'est que dans le design, on n'est pas des philanthropes, on travaille pour le compte d'organisations. Bien évidemment, ce n'est pas toujours pour de l'argent. Si vous travaillez pour le ministère de la Santé au hasard en ce moment et que vous designez quelque chose, c'est pour que les gens donnent plus leur sang ou portent mieux leur masque, ou voilà, grosso modo, c'est aussi pour avoir un impact. Et donc, dans les projets de conception, et moi j'ai vraiment insisté, et Centrale Supélec m'a laissé faire et je les en remercie, on va énormément parler de la mesure de l'impact et surtout de la détermination préalablement au projet des indicateurs d'impact. Parce que bien sûr, il y a des indicateurs financiers, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi des indicateurs comportementaux qui sont émanant de la satisfaction des utilisateurs ou juste de l'observation de la façon dont ils se comportent. Et bien évidemment, avoir une vision claire de ça en amont du projet va nous permettre aussi, à la fin du projet, de pouvoir mesurer la différence et de pouvoir dire ce projet a effectivement permis de faire une différence dans la vie des gens. Voilà comment nous pouvons l'observer. Ça, c'est critique. Et bien sûr, d'un point de vue financier, en termes de valorisation pour les décisionnaires dans l'entreprise, il ne faut pas oublier qu'en fait, vous avez tout à fait le droit de concevoir voilà, une idée sortie de votre tête sans être allé collecter du besoin, sans chercher d'autres idées et sans la tester et directement la produire. C'est particulièrement risqué, c'est très ambitieux. Souvent, ça échoue. Enfin, là, moi, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais je peux vous assurer que j'ai une kyrielle d'études qui vous prouve que ça échoue. Et surtout, en fait, bien sûr, vous, ça va vous prendre plus de temps. Bah oui, forcément, hein, puisque vous faites les choses mieux et dans le bon ordre. Mais en même temps, ce que vous allez pouvoir vendre aux commanditaires, c'est le coût qu'on va économiser et le risque qu'on va diminuer. Vous allez dire, oui, je pourrais mettre le truc en production demain et gribouiller un truc sur un coin de table et on dirait qu'on le fait. Ou on pourrait prendre une paire de semaines pour être sûr que c'est ça qu'il faut faire. Bon, on aura perdu une paire de semaines, mais si ça se trouve, on aura trouvé un truc plus utile et moins cher. Et surtout, peut-être qu'on se dira, on a tellement bien fait de ne pas lancer comme ça l'idée qu'on avait en tête. Donc, le design thinking, c'est aussi un moyen de se dire, OK, c'est génial, tu veux qu'on construise ça, c'est super, laisse-nous vérifier.
Et comme ça, dans 3 semaines, on se parle. Et soit, tu avais raison, c'est ça qu'il faut construire. Soit on va dire, en fait, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait au départ. Et bien sûr, spoiler, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pensait au départ. Parce que nous ne sommes pas des géniaux créatifs inventeurs. Nous sommes des designers. Nous faisons des choses pour les vrais gens de la vraie vie. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas les satisfaire. C'est très difficile d'offrir un cadeau à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne trouve pas de meilleure analogie. Comment documenter toutes les étapes de design thinking pour envoyer un rapport au client? Alors, l'avantage du design thinking, c'est qu'en plus, c'est une méthodologie qui pousse énormément à la documentation, papier bien évidemment, mais également photo, vidéo, collecte de témoignages, formalisation aussi sous la forme de schémas, de modèles. Et bien évidemment, tous ces livrables intermédiaires tout au long du projet peuvent être communiqués aux commanditaires et peuvent être utilisés aussi pour faire la promotion du projet auprès des clients. Et donc l'avantage, c'est que comme vous avez procédé vous-même à la conception, enfin à l'utilisation de ces livrables tout au long de la démarche, mais vous n'avez pas besoin, enfin vous pouvez retraiter et remettre en forme, mais vous avez déjà tout ce qu'il faut à travers l'utilisation de la démarche pour promouvoir le projet et tenir le client au courant de l'état d'avancement. C'est aussi l'avantage de formaliser en continu tout au long de la vie du projet. Alors, ce modèle a l'air super pour des nouveaux process produits. Comment mieux l'adapter quand il s'agit d'insérer dans un système existant une amélioration qui implique une nouvelle expérience utilisateur? Alors, Inès, j'espère que l'exemple que j'ai donné sur la concession automobile répond partiellement à cette question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à clarifier, préciser davantage votre question et elle arrivera dans le chat et je me ferai un plaisir de vous répondre très spécifiquement. Donc, je pense avoir couvert l'ensemble des questions qui ont été posées jusqu'alors, si je ne dis pas de bêtises. Une nouvelle question. Comment intègres-tu la dimension post-delivery? Comment expliquer aux utilisateurs ce qui a été fait et comment? Direction transfo change. Absolument. Alors Thomas, c'est une excellente question. Aujourd'hui, quand j'accompagne des gens qui portent la conception en interne, ma mission comprend toujours un volet communication. Ce volet communication est établi dès la première semaine de la démarche de conception. On n'attend pas la livraison. Donc, on communique en continu et on communique de façon ouverte et transparente. C'est génial. Hein, ça leur fait super peur au début, mais après, ils adorent. Et on édite, par exemple, une newsletter à laquelle n'importe qui dans l'organisation peut s'inscrire pour avoir des nouvelles hebdomadaires de l'avancée du projet. Et on prépare en fait l'adoption et la transformation alors qu'on n'a pas encore construit ce qu'il fallait faire. Ça nous permet, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que je propose aux clients de faire ça? Parce que comme ça, on identifie les utilisateurs qui veulent bien se laisser interviewer, on identifie les gens qui veulent venir aux ateliers pour réfléchir, on identifie les gens qui veulent tester les choses avant qu'elles ne sortent, on identifie aussi les ambassadeurs de la solution et les personnes qui seront les plus enthousiastes quand il s'agira d'aller la populariser dans l'organisation. Et donc, il y a ça en premier travail. Et l'autre avantage, c'est que du coup, quand on a affaire à la transfo ou aux instances de direction, on peut tout simplement se baser, capitaliser sur cette documentation en continu du projet et faire des synthèses et leur dire voilà. Et accessoirement, quand il y a de l'engagement sur cette communication, quand les gens communiquent, quand on a des commentaires, des relances, des propositions, des suggestions spontanées, bien évidemment, c'est des signaux très encourageants qu'on peut mettre en avant à la direction en disant regardez, les gens sont déjà à fond, ils suivent déjà le projet, ça les intéresse, ils veulent en apprendre plus. Et ça, bien évidemment, quand vous devez négocier du temps ou du financement, c'est un atout. On en parlera d'ailleurs dans la formation. De rien, Thomas. Inès, je pense avoir répondu à votre question. En attendant la dernière fournée de questions, voilà, pour vous présenter succinctement sur quoi s'articule la formation. Donc, effectivement, au départ, on va revenir sur la théorie de façon beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée que ce qu'on a vu tout à l'heure. On va se demander aussi qu'est-ce que ça veut dire concevoir pour l'impact et comment ça se mesure. Comment est-ce qu'on cadre un projet de conception et qu'on définit les attentes et les contraintes du point de vue du commanditaire et des différentes parties prenantes impliquées. Puis ensuite, on va aller voir un peu ce qui se passe en termes de recherche utilisateur. Et là, sans spoiler, celles et ceux qui feront la formation, là, il y aura des devoirs à faire. Et ce ne sera pas des devoirs qu'on fait sur un coin de table, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais vous envoyer dans le vaste monde, me documenter tout ça. Et pendant la deuxième session, donc c'est 3 sessions en présentiel, là, on va dérocher ce que vous aurez fait, on va comprendre l'ensemble des enjeux pour les utilisateurs sur un cas réel que vous aurez vous-même collectivement documenté, j'en dis pas plus pour l'instant. Puis, on va définir le challenge et déterminer la mission que le design devra résoudre. On va utiliser la créativité appliquée à la résolution de problèmes et je vais vous apprendre à concevoir et animer des ateliers et qu'est-ce qu'on fait des idées, du brainstorming, etc. et comment on trie et qu'on sélectionne. Il y aura encore un peu de boulot à faire à la maison. Et pour la 3e session, là, vous allez nous pondre des concepts de produits, de services. On va se demander comment on pourrait simuler leur fonctionnement et on va foncer tester tout ça.
on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut mener un test, comment est-ce qu'on peut apprendre, modifier, et on va apprendre notamment ensuite à capitaliser sur tout ce qui a été fait pour restituer aux clients. Et c'est d'ailleurs sur ces soutenances de groupe que se conclura la formation, puisque chacun des groupes de personnes formées aura la tâche de récapituler l'ensemble de la démarche menée et de montrer qu'elle a compris le rôle et les enjeux à chacune des étapes clés. Donc ça, c'est ce qu'on fera ensemble si vous choisissez de nous rejoindre pour la première version de la formation qui aura lieu en avril. Je termine la promo pour vous dire deux petites choses. La première, c'est que cette formation, voilà, moi je suis designer, j'adore modifier des choses et donc la peinture n'est pas encore sèche et donc j'aurai tout à fait à cœur de prendre les feedbacks, les avis, les questions, les besoins des personnes qui envisagent d'y participer et bien veiller à ce que la formation réponde à ces questions et ces attentes et même m'entretenir avec ces personnes au téléphone si elles veulent me parler voilà, de cas personnels ou de difficultés qu'elles rencontrent dans les démarches de conception dans leur entreprise aujourd'hui. Parce que plus je serai, voilà, moi, je m'applique à moi-même ce que je vous préconise. Donc, moi, plus je suis en phase avec vos besoins, plus je peux faire une formation qui est adaptée à vos demandes. Donc, il y aura mes coordonnées dans cette vidéo et dans les informations que vous aurez de Centrale Supélec. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Je serai très heureux de m'entretenir avec vous et de mieux comprendre vos besoins. Et enfin, pour tout ce qui a trait au volet administratif, inscription, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec Laetitia. Donc, si vous voulez faire cette formation à titre individuel en tant que participante ou participant, ou bien avec Pierre-Xavier, si jamais vous êtes responsable RH ou d'un service formation et que vous voulez faire cette formation à l'échelle de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de votre organisation. Je pense que j'ai tout dit et que je n'ai pas loupé mon script. Et donc, du coup, je regarde si on a une nouvelle fournée de questions. Quels sont mes outils préférés pour chaque étape du design thinking? Ça, c'est chouette, ça. C'est une bonne question. Moi, ce que j'adore, c'est des outils qui relèvent, comment dire ça? Et c'est les outils que je préconise le plus. C'est les outils qui sont le moins logiciels possible. C'est les outils qui sont le plus faciles à prendre en main, qui nécessitent très peu de matériel et très peu de préparation. Parce que souvent, on nous dit la conception, centrée utilisateur, vous ne vous rendez pas compte du temps de préparation. Et souvent, c'est des excuses. Souvent, c'est des excuses. Les gens, en fait, tout simplement, pourquoi ils vous disent ça? Parce qu'ils ont peur d'aller voir les vrais gens de la vraie vie et d'apprendre la réalité. Et la réalité, souvent, c'est que la solution, elle n'est pas optimum, le produit, il n'est pas top et qu'il faut l'améliorer. Et c'est comme ça qu'on délivre de la valeur, en donnant des choses qui sont plus adaptées aux besoins véritables des gens. Et donc, ce sur quoi je mets l'accent particulièrement dans les formations, c'est des outils qui sont pragmatiques, c'est-à-dire en fait des outils qui ne nécessitent pas de licence, qui ne nécessitent pas des débauches de moyens techniques ou technologiques, mais en fait des choses parfois qui sont juste aussi bêtes que quelques zones sur des morceaux de papier ou quelques façons de formuler un questionnaire ou de faire une grille d'entretien et qui, si on respecte ces protocoles-là et ces postures, provoquent déjà une énorme différence dans la qualité des informations qu'on collecte. Et donc, j'aurais vraiment plaisir à partager ça avec vous. Mais d'une façon générale, observez. D'une façon générale, voilà, la valeur s'exprime là où les gens se servent du produit. Voilà, la valeur, elle naît sur la ligne de service. Et donc, moi, de toute façon, le conseil que je vous donnerai en continu, allez sur la ligne de service, allez où ça se passe. Et si c'est dans la rue, allez dans la rue. Et si c'est des inconnus, interrogez des inconnus. Et vous allez voir, les gens sont gentils et ça se passe toujours bien. On fera des exercices. Le design thinking est-il plus adapté à les produits numériques ou bien industriels? Le design thinking est tout à fait adapté à tout type de produit, qu'il s'agisse de produits physiques ou industriels. La seule chose qui diffère réellement, il faut bien l'admettre, c'est la nature du prototypage. Parce que bien évidemment, quand vous construisez un produit industriel tangible, comme une lampe, j'en sais rien moi, comme un casque audio, je décris tout ce qu'il y a autour de moi, comme un téléphone portable, vous avez des besoins en prototypage qui sont beaucoup plus difficiles souvent à réunir, à combler, que quand vous faites du numérique. Le grand avantage du numérique, c'est qu'aujourd'hui, je vous le montrerai en formation, vous pouvez prototyper des interfaces avec n'importe quoi. Mais vraiment, il y a tellement d'outils gratuits et simples à prendre en main qui vous permettent de le faire que c'est plus un sujet. Le design thinking, il a énormément de valeur quand vous voulez concevoir des vrais produits, des produits tangibles, industriels, des caddies de supermarché, des voitures, des lampadaires, des bancs, que sais-je. Mais par contre, souvent, c'est au moment du prototypage où là, il faut réellement pouvoir avoir une partie conséquente, des gens de la production qui nous accompagnent, parce que là, il va falloir faire des maquettes échelle 1/20, voilà, des modèles 3D, des trucs parfois plus compliqués à construire que juste en fait de l'interface, qui est souvent beaucoup plus facile à prototyper.
mais ça marche pour les deux. Le design thinking est-il plus adapté à des produits numériques ou bien industriels? Eh ben, je crois que je viens de répondre à celle-là. Pouvez-vous fournir les étapes des formations à suivre? Dernier slide de votre présentation par mail aux participants. Bien sûr, Inès, je communiquerai, ils les ont déjà en fait. Donc Centrale Supélec vous communiquera ces slides si vous le souhaitez. Par ailleurs, voilà, ne soyez pas surpris. La description qui est sur ces slides est rigoureusement la même que celle qui est sur la page de description de la formation, qui séquence déjà comme ça chacune des phases clés de la formation. Tout ça est déjà décrit sur la page de présentation. Donc, n'hésitez pas à aller le lire dès à présent sur la page de la formation en question. Hop, on va revenir sur la petite slide question. Waouh! Appliquer le design thinking à la promotion du jugement majoritaire, intervention du plateau de Saclay pour résoudre Concordé et Haro. C'est hyper technique, Laurent. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les références nécessaires pour répondre à cette question. Je vous laisse, si vous le voulez bien, m'adresser la question de façon un peu plus intelligible et promis, j'y réponds. Enfin, si je peux. Hop là. Est-ce que les Lego Serious Play peuvent être adaptés dans le cadre de la conception d'un process pour modéliser le flow? Bien sûr. En dehors des outils informatiques, y a-t-il d'autres outils de prototypage? Bien sûr. Alors ça, pareil, on l'a fait. Je ne peux pas vous le montrer là en vidéo, mais j'en parle en formation. On a très souvent utilisé le Lego Serious Play, le LSP, notamment pour tout ce qui est du service interne. Le service interne, c'est un régal. Parce qu'en fait, si vous voulez, cet outil de conception centrée utilisateur, d'amélioration continuelle de la valeur au sein d'un service, elle s'applique de façon tout à fait logique au sein de votre organisation. Si votre division, si votre business unit, elle est au service de certains collaborateurs, de certaines collaboratrices, qu'elle est censée produire de la valeur, répondre à telle question, donner telles informations, en collecter d'autres, c'est en fait un ensemble de flux avec différents départements d'une organisation qui interagissent les uns avec les autres. Et bien sûr, quand vous allez prototyper la réorganisation, vous pouvez réorganiser des locaux en Lego Serious Play ou en carton, on l'a fait. Vous pouvez réorganiser des chaînes de communication internes et avec du Lego Serious Play, on l'a fait aussi. Vous pouvez réorganiser des structurations hebdomadaires de la semaine, des meetings, des personnes qui assistent ou pas à certaines réunions, des tableaux où vous allez mettre de l'information commune. Tout ça, bien sûr, vous pouvez le prototyper et sans utiliser l'informatique. C'est-à-dire que sur ces projets-là, j'en parlerai en formation, les seuls moments où on a mis l'informatique en œuvre, c'est quand il a fallu refaire au propre et faire des beaux modèles, des beaux rendus architecture 3D parce que le client, comme ça, il était content. Mais en fait, on avait déjà tout modélisé et surtout tout testé avec des Lego. Et on était très contents, et des Playmobil, pour vous dire la vérité. Et on était très contents d'avoir testé ça avec des Lego et des Playmobil parce qu'il y a peut-être beaucoup de différence entre la V1 et la version qu'on a mis au propre. Mais voilà, je ne vous cache rien. Brice, n'hésite pas dans le chat si ce n'est pas le cas, mais je pense avoir fait le tour des questions des participantes et des participants. Par ailleurs, je pense que j'aurai accès à l'issue de ce webinaire au chat et je relirai les questions. Et si ce n'était pas le cas, bien évidemment, je vous préparerai une petite réponse en vidéo ou par écrit et je vous l'adresserai. Donc, n'ayez crainte. J'aime bien commencer à l'heure et finir à l'heure. Donc, il est 12h28. Brice me dit il reste une toute petite question qui vient d'arriver de Christelle. Et donc, Christelle, ça sera la dernière question. Et puis voilà. Puis après, j'aurai plaisir à m'entretenir avec celles et ceux d'entre vous qui voudront me contacter pour me poser n'importe quelle question. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire. Alors, la question de Christelle. Concernant les livrables, vous les définissez en amont avec le client pour chaque étape. Est-ce qu'ils sont conçus du cabinet ou des équipes clients? Oui, vous ne deviez pas revenir du UX. Parfait, oui, j'ai pas fait le UX aussi. Donc, il y a deux trucs. Voilà, donc on va répondre rapidement. Les livrables sont définis en amont, les points d'interaction sont définis en amont. Nous avons des templates de livrables. Nous les co-concevons avec les clients en amont de la mission et nous déterminons ce que nous allons livrer, à quelle échéance et la forme que ça aura. Tout ça, on va le voir dans le premier jour de formation ensemble. Nous, on a une bibliothèque de templates. On utilise également d'autres templates qui marchent très bien. L'UX. Alors, le design thinking est une façon de faire de l'UX. L'UX peut être fait avec du design thinking ou pas du design thinking. Ça, c'est la réponse rapide. Qu'est-ce que c'est le design d'expérience utilisateur? Le design d'expérience utilisateur, c'est une façon de concevoir un produit ou un service en réfléchissant à la façon dont les personnes vont interagir avec. Donc, on l'a compris, c'est très proche du design thinking. C'est-à-dire qu'en UX, ce que vous faites, c'est que vous améliorez l'expérience, la perception, le ressenti dans l'usage, dans l'intégration d'un produit ou d'un service par quelqu'un. Ça, c'est de l'UX design. C'est la finalité de l'UX design. Donc, le livrable en UX design, c'est l'expérience et c'est l'ensemble des composantes de l'expérience. Qu'est-ce qu'on a mis tout au long du parcours pour rendre cette expérience, pour enchanter le client de la meilleure façon qui soit, en lui donnant
ce dont il a besoin pour être satisfait et même au-delà de satisfait. Ça, c'est le rôle de l'UX. Le design thinking, qui en fait est une méthode qui est issue du design centré utilisateur, est une façon de parvenir à faire de l'UX et c'est une façon tout à fait valable. Mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire que le design thinking en fait est une façon de parvenir à améliorer l'UX. L'UX peut être amélioré avec le design thinking ou avec d'autres méthodologies qui ont moins le vent en poupe, mais qui sont également tout aussi efficaces et tout aussi utiles dans certains contextes. Voilà pour ma petite réponse. J'espère que du coup, j'ai fait le tour des questionnements et que j'ai bien répondu aux attentes de tout le monde. Et ben, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir. Voilà, c'était un exercice très grisant, quoique pas évident du tout. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais j'espère que vous êtes contentes et contents. Dans tous les cas, dans les commentaires, ça a l'air d'être le cas. Donc, ben, je n'ai plus qu'à vous encourager à me contacter pour me poser toutes vos questions et à contacter, si vous le souhaitez, bien évidemment, Centrale Supélec, si vous souhaitez plus d'informations sur la formation. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et ben, je vous dis à très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous. Et puis, ben, au plaisir voilà, de converser avec vous sur ces sujets. Et puis voilà, quoi. À très bientôt.